en France, il commence à y avoir un éveil pour dire que finalement, la société civile, oui, c'est très important, mais il faut avoir aussi un regard critique et ne pas se faire berner. Comme chaque dimanche, c'est l'heure de retrouver Shraga Bloom, notre collègue et ami, qui est ici dans notre studio. Bonjour Shraga, bonjour Daniel. Shavua Tov. Alors, quel est le thème de votre émission ce matin ? Alors, vous voyez la photo qui apparaît sur vos écrans. Beaucoup de gens connaissent malheureusement cette photo. Il s'agit de Rina Schnerb, qui avait été assassinée au mois d'août 2019 par des terroristes. Et quelques mois plus tard, au mois de décembre, tout un réseau de terroristes avait été arrêté par le Shin Bet, la police, Tsahal, appartenant au FPLP, au Front populaire de libération de la Palestine. Et qu'est-ce qui est absolument scandaleux dans cette histoire-là, c'est que parmi ces personnes arrêtées, certains sont des cadres d'ONG, d'organisations non gouvernementales, qui sont partiellement rémunérés, financés par l'Union européenne et des pays de l'Union européenne. Alors on va en parler aujourd'hui avec Vincent Shebat, qui est responsable de l'analyse à NGO Monitor. NGO Monitor, c'est une espèce d'observatoire des organisations non gouvernementales qui agissent en Israël, qu'elles soient juives ou arabes palestiniennes, et qui sont financées par l'Union européenne en partie, ou aussi par des États européens eux-mêmes, et qui dérogent de leur définition et qui prennent parti dans le conflit, et notamment dans ce cas-là précis, avec des membres du FPLP, d'organisations reconnues comme terroristes par l'Union européenne. Alors ce drame de la famille Schnerb a été au centre de la dernière conférence de NGO Monitor qui a eu lieu le 10 décembre, et on va en parler avec vous. Vincent Shebat, bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pourquoi est-ce que cette tragédie-là a été précisément au centre de cette conférence annuelle pour quelque chose qui s'est passé finalement il y a un an? Est-ce que c'est quelque chose de symptomatique qui représente vraiment ce défaut majeur qu'il y a dans cette aide européenne à des ONG qui agissent avec des organisations terroristes finalement? Premièrement, je dirais que c'est un événement qui se poursuit encore à l'heure actuelle parce que nous continuons d'entretenir donc des contacts avec des personnalités de l'Union européenne et différentes responsables politiques de certains pays de l'Union qui financent donc ces ONG pour leur montrer donc leur financement à cette ONG et essayer de les convaincre donc d'arrêter de financer ces ONG qui sont en lien avec le FPLP. Donc premièrement, c'est déjà un événement qui se poursuit malgré le fait que l'attentat ait eu lieu déjà il y a plus d'un an en arrière. Et je dirais que la deuxième chose, le deuxième argument, c'est que on va dire que ces liens entre le FPLP et ces ONG palestiniennes, on les connaît depuis longtemps. C'est-à-dire que même la plupart des gens qui ont été arrêtés et qui sont impliqués dans le meurtre de Rina Schnerb, c'est des gens qu'on suivait déjà bien avant l'attentat. On a commencé à les suivre depuis 2015, 2016, etc. Donc on savait que ces gens-là appartenaient donc au FPLP et étaient en même temps donc employés de ces ONG qui sont financées par des fonds publics de l'Union européenne et de certains pays de l'Union. Donc finalement, aujourd'hui, on essaye donc de montrer tous les liens qui existent entre ces ONG et ces membres du FPLP à tous les pays donc, qui sont en train de les financer, pour ne pas répéter la même erreur, qui prennent des décisions, par exemple d'exclure ces personnes de leur fonction au sein de l'ONG ou simplement d'arrêter de financer donc, ces ONG purement et simplement. Maintenant, vous faites un travail, je suis allé sur votre site, j'y vais souvent d'ailleurs, vous faites un travail de fourmi, il y a des tableaux annuels, des rapports, etc. Donc une chose est le constat. Quelle est la réaction en face? Parce que j'ai entendu dans un lien sur cette conférence annuelle, j'ai entendu le député allemand Niklas Herbst qui finalement donne une réponse un peu floue, un peu langue de bois sur le rôle de ces ONG. Parce qu'il y a des ONG qui sont ouvertement liées à des organisations palestiniennes, il y a d'autres ONG qui ne le sont pas, mais qui dérogent complètement de leur définition, qui sous couvert des droits de l'homme, de justice, d'égalité, en fait, prennent parti ouvertement dans le conflit israélo-palestinien avec des fonds européens. Comment est-ce que vous procédez par rapport aux institutions européennes? Est-ce que vous avez une écoute? Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que vous remarquez des changements dans la politique de l'Union européenne à cet égard-là? Oui, alors il y a de l'écoute. Il commence à y avoir un peu de changement, mais c'est long, ça prend du temps.
Alors, par exemple, on pourrait dire que déjà, une des choses les plus importantes qui s'est passée même en 2020, c'est qu'un des commissaires européens, M. Varelli, a décidé donc d'ouvrir une investigation pour essayer de prouver, de confirmer ou d'infirmer ces allégations qu'on porte par rapport au financement de ces ONG qui sont en lien avec le FPLP. Donc ça, c'est déjà, on va dire, quelque chose de très important qui s'est passé au mois de mai 2020. Et aujourd'hui, ils sont toujours dans ce travail d'investigation. Donc, il y a de l'écoute, mais ça prend du temps. Par contre, il y a déjà eu des réactions, par exemple, de la présidente de la Commission européenne, qui a dit clairement dans une lettre qu'elle nous a envoyée, je crois que c'était au mois de juin dernier, que pour l'Union européenne, il est donc totalement fou de penser qu'ils peuvent financer des ONG dans lesquelles sont employés des gens qui sont en lien avec le FPLP. Donc, ils ont conscience de ça. Enfin, du moins, ils commencent à prendre conscience de ces problèmes-là, mais ça prend du temps parce que c'est quand même très bureaucratique et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup, on va dire, une question politique qui est très forte au niveau, par exemple, des représentants de l'Union européenne, donc à Tel Aviv ou à Ramallah. Et ces gens-là sont très politisés en général, ils ne veulent pas vraiment nous écouter. Mais par contre, au sein de la Commission européenne, au sein du Parlement européen, oui, il y a de l'écoute. Il commence à y avoir du changement. Là, je pense que d'ici quelques mois, on aura les résultats de cette enquête en espérant qu'elle soit publiée. Et on verra après ce qu'on fera avec ces résultats, si on continue à pousser nos pions ou si on verra le résultat. Et comment est-ce que vous expliquez que parmi les donateurs, les contributeurs à ces organisations non gouvernementales, l'Allemagne joue un rôle si important? Quand on connaît le contexte historique de l'histoire entre l'Allemagne et le peuple juif, quand on connaît les déclarations allemandes récurrentes sur l'amitié pour Israël et la sécurité d'Israël, etc., et on remarque que c'est le gouvernement allemand et des organisations allemandes liées au gouvernement qui sont parmi les plus généreuses envers des ONG. Je ne parle même pas qui soutiennent des organisations terroristes, parce que ça c'est très visible, mais même d'autres organisations qui essayent de saper les fondements de l'État d'Israël. Écoutez, parce que pour l'Allemagne, la société civile et les organisations de la société civile en particulier, c'était quelque chose de sain, si vous préférez. Il y a pas vraiment, ils n'arrivent pas à émettre de la critique envers les ONG ou les associations, aussi bien dans le contexte du conflit israélo-palestinien que même en Allemagne. Si on prend par exemple le cas de la France aujourd'hui commence à être très critique envers leurs propres associations. Si on prend par exemple le démantèlement, la dissolution du CCIF, si on prend les différentes dissolutions de différentes ONG qui ont été dissoutes il y a quelques semaines en arrière, à cause des liens entre ces ONG ou ces associations avec des réseaux islamiques, on voit qu'en France, il commence à y avoir un éveil pour dire que finalement, la société civile, oui, c'est très important, mais il faut avoir aussi un regard critique et ne pas se faire berner. Aujourd'hui, malheureusement, en Allemagne, ça n'existe pas. C'est-à-dire que pour les Allemands, encore une fois, la société civile en général et les associations qui la composent sont quelque chose qui ne peuvent être que positif. Or, on voit en réalité que ce n'est pas le cas du tout. Et surtout quand on prend dans le contexte, on va dire, des zones de conflit, là, on voit qu'il y a une politisation énorme et c'est pour ça que vous verrez effectivement que l'Allemagne finance énormément de groupes, qu'ils soient palestiniens ou israéliens, qui sont vraiment très politisés. Par exemple, le fait de financer même les cérémonies du souvenir alternatif qui se produisent chaque année donc en Israël, on voit que la plupart de ces financements ils viennent d'Allemagne. Donc il y a vraiment effectivement un problème avec l'Allemagne. Mais encore une fois, je ne pense pas que c'est quelque chose, on va dire, de mal intentionné, mais je pense simplement qu'ils n'ont pas conscience que les ONG ont aussi, on va dire, une face qui est problématique, la politisation et les liens avec différents courants qui sont, on va dire, assez kitsoni, qui sont donc radicaux. Au vu de ce que vous observez sur le terrain israélien, quelles sont les organisations, entre guillemets, les plus nocives? Les organisations arabes palestiniennes ou même des organisations juives d'extrême gauche qui sont elles aussi aidées par les États européens aussi, indirectement? Je dirais quand même que les organisations palestiniennes, oui, sont beaucoup plus problématiques parce que ce sont ces organisations qui ont des liens justement avec des organisations terroristes. C'est des organisations qui portent des recours à la Cour pénale internationale. Maintenant,
on va dire que les organisations israéliennes, bon, il y en a aussi qui sont problématiques. Vous avez Breaking the Silence, Et vous avez Adallah aussi, etc. oui. Adallah aussi, par exemple, qui porte aujourd'hui un recours à la Cour suprême pour essayer de supprimer la loi sur l'État-nation. Mais je dirais que la société en général en Israël est quand même assez forte pour ne pas se faire berner. Et finalement, je dirais que les fonds qui sont déversés par l'Union européenne, bon, bah, c'est vraiment des fonds à fonds perdus parce qu'en définitive, ils n'influencent pas la politique israélienne. Justement, là, ça me permet de poser ma dernière question. J'ai parlé de l'Union européenne, des pays européens. Quelle est votre action par rapport aux autorités israéliennes? Parce que je sais qu'à la Knesset, par exemple, on a essayé plusieurs fois de voter une loi qui limiterait les ingérences financières d'États européens dans le conflit israélo-palestinien, par des mesures fiscales, par exemple. Est-ce que vous êtes écouté? Quels sont vos relais en Israël? Vous êtes en relation avec Im Tirtzu, par exemple, ou avec des députés israéliens? Je sais qu'Ariel Kellner du Likoud. C'est pas votre rôle. On est en relation, c'est-à-dire qu'on publie. Premièrement, tous nos rapports sont publiés, donc c'est vrai que des fois on reçoit des coups de fil, que ce soit du ministère des Affaires étrangères ou du ministère des Affaires stratégiques ou du ministère du Premier ministre. Donc on a de l'écoute, ils se servent de nos recherches. De temps à autre, oui, on a des contacts avec des députés de la Knesset, mais sans plus. Disons que on est quand même aujourd'hui un Macron, donc on a quand même pignon sur rue, on nous connaît, on sait que notre travail est crédible, etc. Donc quand, par exemple, certaines personnalités politiques ont besoin, on va dire, de matériel pour mener leur propre combat, alors ils se servent directement de notre site internet. Et comme vous l'avez fait d'ailleurs ce matin en disant que vous avez regardé la conférence annuelle, donc c'est ce qu'ils font à peu près. Ouais, donc en fait, vous n'avez pas de volonté d'agir directement sur le terrain en Israël? Bien que vous soyez en Israël, écoutez, mais... On espère que notre recherche suffira, mais c'est vrai que bon, on n'a pas, disons qu'on fait pas de lobby, quoi. Voilà, d'accord. On se considère plus comme un institut de recherche, on publie en permanence, on essaye de publier nos travaux aussi dans la presse israélienne et internationale. Après, bien sûr, encore une fois, quand on a des demandes spécifiques de certains ministères, bon, bah, on leur donne nos papiers et selon leurs demandes. Voilà. Bien, en tout cas, je peux témoigner que vous faites un travail extraordinaire pour dévoiler justement au grand jour cette hypocrisie énorme qui est d'un côté de soutenir officiellement Israël et de l'autre côté de financer des organisations qui au maximum soutiennent des organisations terroristes et au minimum, on va dire comme ça, s'ingèrent dans le débat intérieur israélien sur la résolution du conflit israélo-palestinien. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Vincent Shebat et bonne continuation dans votre travail tellement important. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup, Shavuot Tov. Shavuot Tov.